Bonjour et bienvenue dans l'émission 60 ans, 60 regards. Nous recevons aujourd'hui François Marion, membre du comité exécutif du groupe Valeo et directeur de la communication institutionnelle et des relations investisseurs. François Marion est entré chez Valeo en mars 2012 en tant que directeur de la stratégie et des relations extérieures et a été président de Valeo Chine durant plus de 4 ans, de 2018 à 2022. Il est donc un observateur avisé des relations franco-chinoises. Bonjour François Marion. Bonjour Lucie. Merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur les débuts de Valeo. Valeo s'est implanté dès 1994 en Chine. Pouvez-vous revenir tout d'abord sur les étapes majeures de l'évolution de l'activité du groupe sur le marché chinois, réputé très concurrentiel? Alors oui, exactement, nous sommes arrivés en Chine il y a exactement 30 ans l'an prochain. Et donc nous avons connu la moitié des 60 ans dont nous parlons aujourd'hui. Donc c'est établi en 1994. Et on s'est établi en 1994 au début pour suivre deux grands clients internationaux qui s'étaient implantés déjà en Chine. À l'époque, c'était le groupe Peugeot-Citroën et le groupe Volkswagen. Et on s'est établi là il y a une trentaine d'années pour les accompagner, pour pouvoir les accompagner dans leur développement local. Et on a pu, grâce à cela, accompagner le développement de l'ensemble du marché automobile chinois. On s'est implanté en 1994 très localement en Chine dans deux provinces, la province du Zhejiang et la province du Hubei, parce que c'était là où on a trouvé les bonnes conditions pour nous implanter. Et on a bien sûr très naturellement commencé avec des sites de production, de pure production sur place, de produits qui avaient été développés là-bas. Et puis progressivement, on a introduit en Chine de nouveaux sites de production. Puis dès 2004, notre premier site de développement. Donc la capacité déjà de pouvoir faire des études, le début de la R&D en Chine. Donc on peut parler maintenant d'il y a 20 ans. C'était à Wuhan, notre premier site de développement. Et puis, une autre étape également marquante, en 2011, on a construit notre usine d'électronique à Shenzhen, qui est aujourd'hui une des plus grosses usines du groupe et qui est extrêmement bien positionnée dans le marché de l'assistance à la conduite. Et puis, si je regarde les étapes plus récentes et qui expliquent un peu ce développement, on a fini par introduire il y a quelques années de l'innovation, puisque maintenant on a également en Chine des capacités d'innovation sur lesquelles on pourra revenir. Jusqu'à les deux dernières étapes un peu marquantes. Notre centre de développement software qui a été inauguré à Wuhan également en 2019, si je me souviens bien, parce que j'y étais. et puis également en 2021, on a ouvert un laboratoire à Pékin pour se développer dans les nouveaux modes de mobilité. Très bien. Et donc, parlez-nous aussi de la stratégie de Valeo d'être chinois en Chine. Est-ce que c'était une citation qui avait été dite? C'est effectivement ce qui a conduit notre stratégie de développement. Qu'est-ce que ça veut dire au fond être chinois en Chine? Ça veut dire que déjà nos employés sont chinois. Les managers sont pour l'essentiel chinois. Il y a très très peu d'expatriés, moins d'une dizaine aujourd'hui. Et on a, sur ces 30 dernières années, construit une vraie équipe Valeo Chine qui aujourd'hui préside aux destinées de Valeo en Chine et développe nos produits sur place et les industrialise. Ça veut dire aussi qu'on emploie beaucoup de jeunes, on recrute beaucoup de jeunes aujourd'hui parce qu'on s'est considérablement développé et on continue de se développer et de croître vite. Au-delà de nos employés, bien sûr, ça veut dire avoir des dispositifs industriels chinois. Donc nous, on est en Chine pour la Chine. Nos sites industriels, ils fabriquent 95% de ce qu'on vend en Chine et 95% de ce qui est fabriqué par ces mêmes sites reste en Chine. Parce qu'en fait, le développement du marché chinois est tel que nos activités chinoises peuvent tout à fait se contenter, entre guillemets, de produire pour la Chine. La troisième dimension, c'est d'avoir des
de l'innovation en Chine. C'est-à-dire que, donc je l'ai évoqué, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques années, qui est la capacité de développer des nouveaux produits depuis le territoire chinois, d'abord pour le marché chinois, mais ce qu'on développe pour le marché chinois peut aussi avoir un intérêt en dehors. Moi, j'ai souvent en tête un exemple qu'on met le module de lumière d'un phare, on va dire, d'un projecteur selon le terme technique, qui était le plus fin qu'on ait jamais développé. Il a été inventé par les équipes chinoises. D'abord pour un de nos clients, qui était un client purement chinois, un constructeur automobile purement chinois, qui avait vraiment cette vision d'avoir des optiques les plus fines possibles. Et puis, donc c'est quelque chose qui a été développé en Chine, mais ça n'a pas du tout vocation à rester à l'intérieur du marché chinois. Donc ce même module, il a été repris à son compte par nos ingénieurs à Angers et maintenant il est fabriqué également en Europe et il est fourni à des clients européens. Mais il a démarré en Chine et ça j'en suis très fier. Un mot maintenant plus précisément sur les véhicules électriques, vous en avez parlé un petit peu, secteur évidemment en très forte croissance. Lors du deuxième forum France-Chine 2023 qui s'est tenu en novembre dernier, vous avez fait part de votre projet de développement en Chine, donc sur ce secteur des véhicules électriques. Comment a commencé votre positionnement sur ce secteur en Chine ? Alors, on a vu, je dirais, il y a déjà plus de 10 ans, le développement du véhicule électrique dans le monde entier et en Chine en particulier. Et donc on a pris une décision assez forte il y a 10 ans, le groupe Valeo, de se positionner et de s'engager et d'engager beaucoup de ressources sur l'électrique et d'engager une partie importante de ces ressources en Chine. Donc en pratique, les premiers business, pour parler de la façon dont on fonctionne, donc on a pris nos premières commandes en Chine sur le véhicule électrique en 2017. Donc maintenant, il y a plus de 7 ans. Mais ça, c'est lui-même le produit des efforts qu'on avait fait pour pouvoir se positionner avec les bons produits, etc. et être capable de pouvoir prendre les premières commandes à cette date-là. Depuis, on a créé des usines pour fabriquer des moteurs électriques, pour fabriquer le cerveau de ces moteurs électriques qu'on appelle un onduleur. On a des équipes de software capables de fabriquer, de concevoir les logiciels qui vont permettre d'être embarqués, parce qu'un moteur électrique, c'est beaucoup de software pour qu'il réagisse exactement comme on veut et qu'il soit parfaitement optimum. Et puis, il y a également un dispositif important pour nous, dont on est leader, qui est le chargeur, parce qu'il est essentiel pour un véhicule électrique de pouvoir le charger dans beaucoup de conditions différentes, pouvoir se mettre sur un réseau, pouvoir se mettre sur des bornes, pouvoir se mettre sur des bornes de charge rapide. Donc ça, c'est tout le domaine de l'activité de la chaîne de traction électrique. Et quels sont vos partenaires stratégiques justement en Chine, les constructeurs avec lesquels vous travaillez sur ce secteur ? Alors sur ce secteur, déjà ce secteur, il inclut exactement donc, ce que je viens de vous décrire, plus un autre pan qui est très important pour le véhicule électrique, c'est tout ce qui est la gestion de la chaleur ou du froid à l'intérieur de ce véhicule. C'est essentiel parce que, par exemple, quand il fait froid, comme en ce moment en hiver dans le nord de la Chine, eh bien, en ville, on peut perdre jusqu'à 40% d'autonomie juste à chauffer un véhicule électrique. Donc il y a un autre domaine qui est très important, qui est le domaine de thermique. Et donc ce qu'il faut regarder dans l'électrification, c'est l'ensemble de ces activités-là. Et dans l'ensemble de ces activités-là, eh bien, on travaille avec tout le monde. On travaille avec tout le monde, on travaille beaucoup avec des constructeurs locaux. On a créé depuis, je me souviens, la première poignée de main avec Geely, par exemple, à date de 2011. Dans l'ensemble des travaux. Et donc évidemment ça a été nos clients traditionnels chinois ont été les premiers avec qui on s'est mis à travailler sur le véhicule du futur. Mais on travaille aussi avec des nouveaux acteurs. Vous savez qu'en Chine, il y a ce qui étaient des startups, mais qui maintenant commencent à produire beaucoup de voitures, avec qui on travaille, des Li Auto, Li Xiang en chinois, ou NIO, avec qui on est présent sur ces domaines-là. Et comment vous organisez votre activité sur place, que ce soit en termes de production, en termes de distribution et de services après-vente, par exemple ? Alors, en Chine, on a 35 sites de production.
35 sites de production, encore une fois, qui vont servir nos clients chinois pour l'essentiel localement. On a aussi 14 centres de R&D, donc pour pouvoir concevoir les produits, donc dans notre système de distribution en amont. On a bien sûr la plupart de nos fournisseurs qui sont des fournisseurs chinois, parce que la dimension locale pour le local est très importante dans l'industrie automobile, parce que c'est la seule qui est à même d'avoir des stocks optimisés. Vous savez que depuis une trentaine d'années, ce qui est la clé du développement de l'industrie automobile, c'est cette possibilité d'être particulièrement attentive à la gestion de ces stocks, et donc ça nous incite totalement à être local pour local. Donc voilà comment c'est organisé notre activité en Chine. Un mot peut-être sur vos concurrents, justement sur le marché chinois. Alors des concurrents, évidemment on en a, même si on est leader. Ce qui est très spécifique du marché chinois et de la Chine en particulier, en général, c'est que tous nos concurrents sont présents. C'est-à-dire qu'il y a présence sur le marché chinois à la fois nos concurrents traditionnels qu'on retrouvera en Allemagne, qu'on retrouvera aux États-Unis, qu'on retrouvera au Japon, mais il y a aussi des concurrents locaux, qui sont des concurrents purement locaux. Donc tout ce monde-là est en Chine, donc ça fait de la Chine un marché concurrentiel très fort. C'est aussi ce qui fait le dynamisme du marché chinois, je pense. C'est qu'il y a une très forte concurrence à notre niveau, mais aussi une très forte concurrence au niveau des constructeurs et à tous les niveaux qui génèrent énormément de dynamisme. Et voilà, et même dans ce marché concurrentiel, ben voilà, on prend nos parts de marché, on se bat et on y arrive. Alors vous avez parlé justement de la forte croissance du secteur des véhicules électriques, également de la concurrence. Quelles sont vos perspectives de développement maintenant dans ce secteur des véhicules électriques en Chine, mais aussi ailleurs, que ce soit en France ou dans d'autres pays? Alors, le développement des véhicules électriques, ça fait partie des deux grosses tendances du véhicule de demain, dans lesquelles Valeo a décidé de se positionner. La première, donc cette tendance véhicule électrique, la deuxième étant les systèmes d'aide à la conduite et tout ce qui amène aux véhicules autonomes. Mais plus spécialement donc, sur le véhicule électrique, la direction, elle est extrêmement claire. Il y a un développement très fort dans toutes les géographies du véhicule électrique. On pense que dans le monde, il y aura plus de 40% de véhicules nouveaux produits électriques en 2030 et plus de 60% en 2035. Là, pour l'instant, la zone qui est en avance, c'est la Chine. Il y avait à fin septembre, il faudrait regarder des chiffres plus récents, mais à fin septembre, il y avait plus de 24% des véhicules qui étaient produits qui étaient des véhicules électriques. Donc la Chine est en avance sur le sujet des véhicules électriques et conserve son avance pour les quelques temps à venir. Mais les autres zones se développent très vite et sont dans une logique de rattrapage. Ouais. Et nous, on veut se développer sur toutes les zones en même temps. L'industrie automobile, c'est un marché qui est essentiellement mondial, avec des particularités locales certes, mais essentiellement mondial. Ça n'aurait pas de sens d'être à un endroit et pas à un autre. Donc on se développe partout en même temps sur les technologies dont je vous ai parlé. Quelles sont vos parts de marché en Chine, que ce soit pour les véhicules traditionnels ou pour les véhicules électriques, donc votre part de marché en Chine, et également la répartition ensuite après entre véhicules traditionnels et véhicules électriques? Ah oui, ça c'est une question intéressante. Donc je peux peut-être repartir de qu'est-ce que représente la Chine pour Valeo. En fait, la Chine pour Valeo, ça représente 17% de notre chiffre d'affaires cette année. Donc ça positionne la Chine. Ensuite, il faut regarder notre part de marché dans les véhicules électriques. On le regarde en général à l'envers, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au fond, quelle est la quantité de technologies qui ne vont pas dans des véhicules électriques. Parce que si vous regardez l'ensemble des technologies de Valeo, il y a celles qui sont dédiées aux véhicules électriques, et puis il y a des technologies qui sont en explosion également aujourd'hui, les capteurs d'aide à la conduite, les projecteurs qui, eux, vont être aussi bien sur les véhicules électriques que sur les autres. Donc nous, on a plutôt tendance à regarder à l'envers, en fait, qui est de dire, mais au fond, quelle est la part du chiffre d'affaires de Valeo qui n'a plus sa place dans un véhicule traditionnel? Et ce chiffre-là, c'est 11% en 2021, et ça devient 8% en 2025. Donc pour vous donner une idée de la part que représente le véhicule, on va dire, d'avant,
chez Valeo, elle est totalement négligeable. Et ce chiffre-là, il est vrai partout. Est-ce que vous estimez que les véhicules traditionnels ont encore leur place sur le marché chinois? Alors sur le marché chinois, il y a cette spécificité qui a été assumée par la Chine, qui est de dire, nous, alors même qu'on est très en avance sur l'électrique, on pense que la Chine, c'est un grand pays avec des conditions extrêmement différentes en termes de géographie, en termes de contraste ville-campagne, etc., qui fait que le véhicule traditionnel va conserver disons, le moteur traditionnel va conserver sa place. Mais ce qui est très important, c'est que le moteur traditionnel va lui-même être hybridé. Et donc, il y aura quelque part soit des véhicules purement électriques, soit des véhicules avec certes un moteur à explosion résiduelle, mais extrêmement efficace grâce au fait qu'il a lui-même adjoint d'un moteur électrique. Et donc, par contre, ce qui a été dit, c'est qu'à horizon 2040, si je ne me trompe pas, 100% des véhicules seront électrifiés. Même sur un très grand pays comme... Même sur un grand pays comme la Chine. Vous avez participé en avril dernier au salon Auto Shanghai 2023. Quels ont été les nouveaux produits, les innovations présentées lors de ce salon? Alors, on a présenté beaucoup d'innovations dans l'ensemble des domaines d'activité de Valeo. Dans le domaine électrique, par exemple, je me souviens qu'on a présenté notre dernière génération de pompes à chaleur pour véhicules électriques. Donc, pourquoi de pompes à chaleur? Je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur le fait que lorsque vous êtes en ville, vous pouvez perdre jusqu'à 40% d'autonomie pour chauffer ou voire pour refroidir quand il fait très chaud l'été. Eh bien, la moyen de contourner ce problème, c'est de mettre des pompes à chaleur qui sont 3 fois plus efficaces qu'un système traditionnel. Là, on mettait notre dernière génération de pompe à chaleur à l'avant, qui est la version la plus compacte et qui permet d'être très très peu intrusive sur l'architecture du véhicule. Et donc, il y a un vrai intérêt pour nos clients. Et c'est une invention qui nous est assez chère pour Valeo en Chine, parce que, en fait, dans le monde, c'est aussi un produit qui a été d'abord développé par les équipes de Valeo Chine. Voilà. On avait aussi beaucoup de nouvelles technologies qui sont liées à l'aide à la conduite, parce qu'on a beaucoup parlé d'électrique, mais la Chine se développe très très vite sur les véhicules autonomes et les véhicules qui vont devenir de plus en plus autonomes, où le conducteur a de moins en moins de choses à faire, ou en tout cas est toujours accompagné dans sa façon de conduire. Donc, on a par exemple présenté à Shanghai pour la première fois un système qui est à la fois abordable en termes de coût et qui permet de mettre sur des véhicules de manière abordable des aides à la conduite de manière à renforcer la sécurité avec des aides d'urgence, des freinages d'urgence, à améliorer le confort, le parking automatique. Voilà, de manière abordable, donner la possibilité à une voiture de comprendre ce qu'elle a autour d'elle dans son environnement et d'éviter les erreurs. Quelles sont les nouvelles tendances du marché automobile chinois selon vous, de façon plus, vous en avez déjà parlé, mais de façon plus générale, est-ce qu'il y a d'autres innovations? Alors oui, il y en a une troisième. Donc j'ai parlé d'une première révolution qui est l'électrique, le véhicule électrique. J'ai parlé d'une deuxième révolution qui est l'assistance à la conduite, on va dire, à travers des fonctions, des fonctions d'aide pour les conducteurs. Et puis il y en a une troisième qui est le software, le logiciel. Aujourd'hui, la voiture est en train de connaître une mutation complète dans laquelle elle va être bien davantage conçue autour des logiciels qu'on embarque. Et ça, si vous voulez, c'est l'héritage du smartphone. Au fond, quand vous achetez un smartphone, il va pouvoir évoluer au cours de sa vie parce qu'on va pouvoir mettre à jour les logiciels. Aujourd'hui, la plupart des voitures sur le marché n'ont pas cette possibilité de faire évoluer les logiciels et donc de donner au conducteur des fonctions qu'il n'avait pas quand il a acheté le véhicule. Ça, c'est en train de changer. Tous les constructeurs dans le monde s'engagent dans cette direction-là et nous, Valeo, on est leur partenaire de référence. On a annoncé des très gros partenariats avec Renault et avec BMW qui sont des partenariats mondiaux. Il y en a d'autres, il y en a exactement 3 autres, dont un avec un constructeur chinois, mais dont je ne peux pas vous communiquer le nom. Et donc c'est vraiment la dimension complémentaire, c'est la dimension du software.
Alors justement, on parlait d'innovation. La R&D, c'est évidemment un pôle très important chez Valeo. Quelles sont les perspectives en termes de R&D en Chine dans quelques années à venir? Bien sûr. On a en Chine 4000 ingénieurs R&D aujourd'hui. C'était 3000 quand j'en suis parti il y a 1 an et demi, donc ça augmente très vite. Parmi ces 4000, il y en a déjà à peu près 1500 qui sont des ingénieurs software. Donc je pense que ça, c'est une tendance qu'on va continuer de voir. C'est le développement du logiciel, j'ai dit, puisqu'il y a cette révolution qui arrive. Donc on va continuer à faire croître notre R&D dans le software. On a également décidé d'ouvrir des nouveaux centres de R&D, un nouveau centre de R&D à Shanghai. En termes de domaine, les 3 révolutions dont je parlais, où la Chine est extrêmement présente, vont être les drivers de notre croissance, de notre innovation. On va continuer d'innover dans le véhicule électrique, que ce soit pour ces systèmes de refroidissement comme pour ces systèmes de traction. On va continuer d'innover dans l'assistance à la conduite avec des nouveaux capteurs. On sort régulièrement des nouveaux capteurs. Et dans le domaine du logiciel, des nouveaux logiciels, mais aussi des nouveaux calculateurs. Et donc cette capacité à mettre dans la voiture des puces de plus en plus performantes. Alors nous, on ne fabrique pas ces puces-là, mais on les intègre dans ce qui est un ordinateur en fait. Donc on fabrique l'ordinateur sans fabriquer la puce. Et l'ordinateur qui va être omniprésent dans les voitures de demain. Donc de nombreuses innovations encore à venir. Exactement. Merci beaucoup François Marion d'avoir répondu à nos questions. Merci.